Bienvenue, chers et fidèles scribes accroupis, au musée Napoléon Ier du château de Fontainebleau en ce printemps 2022. Dans cette nouvelle série consacrée aux richesses de ce musée, nous allons découvrir 4 volets. 1. La médaille Un art au service du pouvoir. 2. Figures d'acteurs de la domination française en Europe. 3. Une nouvelle salle Lendemain d'Empire étoffée. Et lui répondant, une vitrine monographique consacrée au général Grouvel, une traversée de l'Europe au gré des régimes, de la Révolution à la monarchie de Juillet. Dans la salle Paris, capitale du luxe, il est une vitrine bien particulière qui offre un angle que l'on voit très rarement dans les musées. C'est celui de présenter l'art de la monnaie, c'est-à-dire monnaie des espèces et monnaie des médailles, comme un des attributs du souverain. En effet, c'est sur des pièces de monnaie, bien plus encore que sur les estampes, qu'il y avait une diffusion urbaine plus limitée, que les sujets du roi de France pouvaient avoir idée du profil de leur souverain. À preuve, Louis XVI reconnu sur la route de Varennes. La Révolution essaie, suite à la confiscation des biens du clergé, qui sont appelés pudiquement mises à disposition de la nation des biens de l'Église. Suite à cette confiscation, la Révolution entreprend une nouvelle tentative monétaire, en quelque sorte, c'est de gager sur des biens fonciers existants une monnaie de papier qui, bien sûr, se dévalue à l'avenir pitoyable que l'on connaît. Donc la question, lorsque Bonaparte prend le pouvoir, est de recréer une monnaie qui inspire confiance. Le terme franc est un petit peu antérieur, hein, il date de Jean de Lebon, il est repris par le Directoire et c'est l'action du consulat, avec un très grand ministre des Finances, Gaudin, qui assoit la prospérité. Et l'on va voir que cet art de la monnaie, qui est un art très concentré, parce qu'il faut sur une surface très limitée encoder de manière très forte, très expressive, des éléments parlants, et bien que cet art de la monnaie, cet art de la concentration sémantique s'épanouit ou se réépanouit sous le consulat, puis sous l'Empire. À titre d'exemple, ont à dessein été rapprochées 2 médailles, une frappée en 1800, intitulée Colonne départementale, où l'on voit les profils des 3 consuls et la mention Constitution de l'an 8, c'est-à-dire en décembre 1799. Et puis sont détaillés les 1er, 2e et 3e consuls, Bonaparte, Cambacérès et Lebrun. Sur le même plan, hein, voyez l'isocéphalie, vous voyez qu'ils sont exactement sur le même plan. 2 ans après, ça n'est plus la même musique, ou en tout cas la même partition. Car ce que l'on voit, c'est très clairement une hiérarchie des consuls. Nous sommes en 1802, c'est à l'occasion de la paix intérieure et de la paix extérieure que cette médaille est frappée, et l'on voit très nettement, en clé de voûte, le 1er consul qui domine les 2 autres, qui en sont comme des bases, Cambacérès, 2e consul, Lebrun, 3e consul. Donc vous voyez comme cet art expressif peut guider le public du musée Napoléon Ier à comprendre les enjeux. Un des premiers enjeux, c'est la question de la paix. En effet, depuis 1792, la France a été en guerre quasi continuellement jusqu'à la paix d'Amiens de mars 1802, soit une décennie de conflits sur le continent, notamment contre l'Autriche et surtout contre l'opiniâtre Angleterre qui a été la dernière à déposer les armes et la première
à les reprendre. Et cela, l'art de la médaille en rend compte. Tout d'abord pour la paix de Lunéville, lorsque l'Autriche accepte une paix qui va se révéler une trêve, où on voit sur cette médaille, offerte par Philippe Copin, et je tiens à souligner la générosité de cet antiquaire et numismate qui nous a offert 33 pièces, si bien monnaie que médaille, dont cette paix de Lunéville, où l'on voit un soleil radieux qui se lève sur le continent, tandis qu'au-dessus de l'île de la opiniâtre et perfide Albion, eh bien, s'accumulent les nuages noirs. Puis, avec une paix qu'enfin accepte l'Angleterre, eh bien, la paix d'Amiens, se développe un discours où l'on voit que la France victorieuse, un guerrier à la nullité héroïque, tenant de sa main gauche une statuette de la victoire, consent à présenter là un rameau d'olivier à l'Angleterre affaissée au sol, s'appuyant certes sur un lion assagi, mais toisé par le guerrier français. De même, cette paix générale est exprimée par cette victoire inscrivant cette paix, cette stabilisation du continent sur un bouclier, tous ces attributs militaires à ses pieds et ses trophées à l'arrière, avec le message que c'est par la guerre qu'on arrive à ce résultat, ce qui rejoint l'adage latin, civis pacem para bellum. Et là, elle a non seulement été préparée, mais menée. Et du reste, ce thème de la paix fait partie du concours de l'an 10, qui est lancé par Chaptal, ministre de l'Intérieur, et à ce titre organisateur de la vie artistique. Ce thème de la paix, au choix, soit intérieur, soit extérieur, pouvait être traité par les artistes en peinture. Ils devaient fournir une esquisse, et vous avez vu cette allégorie de la loi sur les cultes présentée dans l'antichambre noire de l'appartement du pape. Elle pouvait être présentée par des sculpteurs, bien évidemment, par des architectes, sous forme de maquettes, et par des graveurs en médaille, sous forme de projets à dessiner à grandeur d'exécution. C'est le cas ici. C'est comme c'est l'art le plus petit en dimension, c'est celui qui se prêtait évidemment le mieux à une homothétie absolue. Et cette médaille est celle qui a reçu le prix, décerné à Rambert Dumaret. Donc vous voyez qu'il y a ce contexte général de paix. Et les artistes vont s'en emparer, et parmi ceux-ci, un artiste peu connu qui s'appelle Jean-Martin Renaud, qui est originaire de Sarreguemines et qui est lié au monde des graveurs et médaillistes, d'où le rapprochement qui est fait dans cette même vitrine. Et ceci est une pièce tout récemment offerte. Elle est due à la générosité de Tariq Bouguerira, président fondateur de la galerie Imperial Art, que je remercie chaleureusement pour son aide dans le développement du musée Napoléon Ier, et qui donc, nous a offert cette pièce qui a été étudiée de près. La paix fait dételer les chevaux de Mars du char de la victoire et conduit Bonaparte à l'immortalité. Vous voyez, ça n'est pas un petit sujet. Cette œuvre de petite dimension, qui est de la cire rapportée mais modelée sur ardoise, avec un contraste entre le fond gris-bleu et les couches plus ou moins épaisses de cire qui du coup donnent un effet de camée. C'est une imitation d'une technique antique, et Dieu sait qu'en ces temps de néoclassicisme, l'on est fasciné par l'Antiquité. Eh bien, cette bande horizontale pourrait se lire de droite à gauche. Tout d'abord, à droite, vous avez ces battants 4 chevaux, et ces chevaux sont bien sûr une allusion aux chevaux pris à Corinthe par Néron, installés à Rome, pris par Constantin à Rome, installés à Constantinople, pillés par les Vénitiens à Constantinople et installés sur la façade de la basilique Saint-Marc de Venise, et conquis par les Français et transférés
à Paris, où on organise un défilé triomphal sur le Champ de Mars en 1798, puis au dépôt du consulat, ces chevaux sont installés, chacun sur un piédestal de la grille qui commande la cour du Carrousel aux Tuileries. Donc là, il y a une allusion, bien sûr, aux Tuileries que dès février 1800, le premier consul Bonaparte a élu comme siège du pouvoir. Le char de la victoire est posé. Sur la caisse, on voit des profils qui imitent les profils des condottières de la Renaissance, avec des sortes d'attributs antiques. Dans l'axe de la caisse, une sorte d'aigle stylisé. La victoire qui tient en évidence une palme. Puis, sur le côté gauche, le premier consul, la main gauche sur son habit de fonction, guidé par la paix qui le mène, paix qui a un drapé antique extrêmement fluide et bien trouvé, qui tient un rameau d'olivier de sa main droite et qui semble suivre ou obéir à une étoile. Et cette étoile, c'est celle de la destinée. Destinée auquel Bonaparte était attaché et croyait, et c'est aussi un meuble héraldique des armes anciennes, des Buonaparte, en bonne part. Et étoile du destin, palpites-tu encore? Eh bien, Bonaparte, déjà, sur ce bas-relief d'inspiration ou d'imitation antique, d'imitation par la technique et d'imitation par l'iconographie, eh bien, c'est plus qu'une apothéose, parce que de son vivant même, il est mené à l'immortalité. Et je n'invente rien, c'est le libellé que l'artiste a fait figurer au livret du salon de l'an 11. Voilà pour cette influence majeure qu'est la paix, gage d'une reprise économique. Et puis, il faut aussi créer des instruments de cette vie économique. Le directoire s'en était soucié déjà, et un remarquable ministre, François de Neufchâteau, originaire des Vosges, qui était ministre de l'Intérieur, et à ce titre-là, les attributions du ministère de l'Intérieur étaient très très vastes. Il n'y avait pas une trentaine de ministères comme aujourd'hui, mais des directions au sein du ministère de l'Intérieur. Et ce François de Neufchâteau avait, après l'affaissement économique dû aux convulsions révolutionnaires, décidé de tenter de relancer l'économie, et notamment l'industrie et le commerce. Et pour ce faire, il décide d'organiser une exposition des produits de l'industrie nationale, dont la première se tient en 1798, puis les autres en 1801, 1802 sous le consulat, puis enfin 1806 sous l'Empire. Et là, nous devons à la générosité de M. Marc Mourat, qui est le directeur de la société Alma FRC Saphir, le dépôt de cette médaille décernée à l'exposition des produits de l'industrie nationale de 1801, gravée par Duvivier. Duvivier, c'était sous l'Ancien Régime le graveur général des monnaies, donc ce n'est pas un petit personnage, c'est quelqu'un qui a du métier et du talent. Et vous voyez marqué encouragement et récompense à l'industrie, et vous discernez deux figures. À droite, la République, coiffée d'un bonnet phrygien et de laurier, habillée à l'antique, avec sur la poitrine un gorgonion, tient de sa main gauche des couronnes de laurier et pose sa main droite sur l'épaule de l'industrie. À ses pieds, à droite, est un coq français qui se détache sur un autel sur lequel palpitent des flammes. À gauche, l'industrie, elle aussi debout, aux pieds ailés tel Mercure, dieu du commerce, tient de sa main droite le caducée de ce même Mercure et de sa main gauche le gouvernail de la navigation, allusion au commerce. À ses pieds sont disposés deux attributs des arts utiles, pour reprendre l'expression de l'Exergue, un compas d'architecte et une charrue dont l'action produit les gerbes de blé amoncelées. C'est condenser sur cet art ultra-synthétique qu'est la médaille la même idée que la leçon d'architecture que le peintre Vincent présente au Salon des artistes vivants de cette même année 1798. En effet, Duvivier
a gravé ce coin qui servit encore sous le consulat, parce que la forme du régime était encore la République française. C'est sous l'Empire que, évidemment, on changera le coin. À l'avers, vous avez gravé, incisé dans le métal, eh bien, le nom du récipiendaire, qui est Merlin Hall, bien qu'il s'agit de Hall à l'origine, que c'est un anglais, qui tient une manufacture de faïence à Montereau. Montereau, c'est situé à une vingtaine de kilomètres de Fontainebleau, et cela nous permet d'avoir un ancrage local, de donner un écho local aux collections du musée, qui par nature sont d'envergure nationale et européenne. Donc grâce soit rendue à Marc Mourat, qui a déposé cette superbe, magnifique médaille de récompense en or remise à un fabricant. Et en regard de cela, vous avez d'autres instruments économiques, si l'on veut dire, que sont l'institution des agents de change de Paris. Et vous voyez que vous avez la Seine où fourmillent les bateaux le long de la Grande Galerie du Louvre. De même, la Chambre de commerce. Et puis, bien sûr, il importait d'avoir une nouvelle unité monétaire. Et ça, c'est la loi sur le franc germinal qui crée ce franc dit germinal, un mois révolutionnaire, dont nous avons la chance d'avoir quelques exemplaires. Et là encore, je voudrais remercier les générosités. Car cette pièce de 40 francs que vous voyez ici, frappée à Paris, qui au droit présente Bonaparte, premier consul, et au revers la mention République française, a été offerte par mademoiselle Clotilde Curabet en 1958. Et elle écrit à Fontainebleau, et elle se présente en disant « Je suis Clotilde Curabet, arrière-petite-fille de Roland, volontaire de 1792 et soldat de Napoléon. » C'est probablement le pécule qu'il avait reçu à la fin de ses années de service aux armées. Et elle l'écrit, nous sommes en 1958, la pièce est jointe à la lettre, et elle écrit Fontainebleau est le lieu le plus légitime pour la recevoir. Donc vous voyez à quel point, dans l'esprit du peuple français, elle vit dans la ferme familiale à Arvan, entre Brioude et Issoire, en Haute-Loire. Vous voyez à quel point, dans l'esprit du peuple français, Fontainebleau était associé à Napoléon par notamment la scène des adieux, connue soit par l'Estampe, soit très probablement par les manuels scolaires. Donc de l'importance, évidemment, de l'éducation historique pour façonner une nation française. Donc vraiment, je précise qu'en 1958, nous sommes un siècle et demi après que la médaille fut donnée à Roland, et 7 changements de régime politique plus tard. Donc c'est prodigieux, cette espèce de continuité, et hop, ce point de chute élu spontanément par Clotilde Curabet. Et à cette générosité d'une paysanne de Haute-Loire répond celle de la veuve Sauvaget, une bourgeoise de Fontainebleau, qui, en 1936, a offert la collection de son mari, et ce faisant, l'a immortalisée. Et bon nombre des médailles que vous voyez là ont été offertes par Madame veuve Sauvaget. Ce développement de la monnaie, qui inspire confiance, parce qu'elle a une valeur intrinsèque, en argent et en or, pas du papier-monnaie, pas des assignats complètement décriés, eh bien nous l'exprimons par des unités monétaires. Ici 40 francs au profil de Bonaparte, puis 40 francs encore au profil de Napoléon empereur, mais la mention République française subsiste encore en 1805. Ensuite, évidemment, apparaîtra Empire français. Une pièce de 20 francs frappée à Turin, préfecture du département français du Pô, une frappe de 1811. Et de même, pour montrer que l'autre souveraineté de Napoléon, c'est-à-dire le royaume d'Italie, Napoléon est empereur des Français et roi d'Italie, eh bien,
sont des lyres, et là c'est le profil du même personnage, mais cette fois-ci gravé par Luigi Manfredini, actif à Milan, une pièce de 40 lyres en or et une autre de 20 lyres, hein, la déclinaison, et c'est toujours profil et grandes armes du royaume d'Italie, avec cette synthèse de tous les anciens États qui y sont amalgamés. Et toutes ces pièces, ces dernières pièces dont je viens de vous parler, ont été offertes soit par Thierry Jovet de Gesf en mémoire de sa maman et de ses frères, soit par Philippe Copin, cet antiquaire et numismate dont je vous parlais. Et là, justement, Philippe Copin a offert une pièce de Cinque Franchi, donc on voit bien que le terme français est repris, hein, tel quel, Franchi, dans la principauté de Lucques et Piombino, qui est une principauté indépendante. C'est la raison pour laquelle elle le frappe bonnet, hein, bien sûr. C'est au profil d'Élisa et de Félix Paciocchi, hein, l'époux d'Élisa Bonaparte, et Élisa, la sœur de l'empereur, évidemment, apparaît au premier plan, tandis qu'il est relégué au second, son mari plutôt falot. Il est intéressant de noter qu'il y a deux influences. Il y a l'influence française par le nom, bien sûr, et la dynastie d'importation, et puis il y a la réalité pratique que la petite principauté éclatée de Lucca et Piombino n'a pas les moyens d'avoir un atelier monétaire. Si bien que c'est frappé à Florence, toute proche. La Florence héritée des Médicis puis des Habsbourg, hein, qui était un État où l'art de la médaille était... Voilà. C'est bien sûr, de pouvoir, grâce à ces générosités, présenter quelques spécimens métalliques, notamment en métal précieux, mais ce sera plus frappant encore de pouvoir présenter un balancier pour frapper les monnaies. Eh bien, la monnaie de Paris, qui est dans l'enclos de la monnaie, hein, quai de Conti, la monnaie de Paris accepte de déposer un balancier qui a été fondu avec du bronze de canon russe pris à Austerlitz. Donc en soi, c'est un objet qui symbolise, hein, la victoire de l'empereur. Un objet absolument essentiel que nous installerons à l'étage pour le déploiement du futur grand musée Napoléon Ier. Donc grâce soit rendue à la monnaie de Paris, hein, qui accepte de prendre part dans ce projet éminemment participatif qu'est le déploiement du musée Napoléon Ier. Et puis, vous avez au-dessous, sur un autre registre, hein, pour distinguer monnaie des espèces de monnaie des médailles, et je rappelle que Dominique Vivant-Denon, sur son papier, a en tête inscrit directeur du musée Napoléon et de la monnaie des médailles. Car la monnaie des médailles, c'est dans la main du souverain, c'est l'apanage du souverain, et dans le cas de la France, il s'agit rien moins que de s'inscrire dans la lignée de Louis XIV, qui a commandé une histoire métallique du règne. Et Denon, dans sa correspondance avec Napoléon, parle du narré numismatique de votre majesté. Et nous avons quelques exemplaires de ce narré numismatique, la distribution de la Légion d'honneur, dont Sauvaget, la médaille Action de grâce pour la paix de Presbourg, et ce qui apparaît, c'est la façade de la cathédrale Saint-Étienne de Vienne, capitale de Habsbourg, un don de Philippe Copin, et puis la médaille Bataille de Friedland, où on voit effectivement des corps qui jonchent le sol, tandis que le guerrier français, toujours avec cette nudité héroïque, hein, que l'on avait vu par exemple pour la paix d'Amiens, rengaine le sabre, et parce qu'il l'a emporté, non sans peine, à Friedland. Le fruit de la victoire, eh bien, c'est l'amoncellement à Paris de trophées artistiques conquis dans l'Europe entière, et notamment le groupe du Laocoon, hellénistique, dans une version romaine, qui est dans la niche axiale du musée Napoléon sur les bords de la Seine, ainsi que, aux arts la victoire, eh bien, cette Vénus dite Médicis, statue antique ô combien admirée, qui provient rien moins que de la tribune des offices à Florence. Voilà pour ces médailles. Il en est une particulière par son diamètre, par son épaisseur et par sa charge historique,
qui, elle, n'est pas un don, mais d'un particulier, d'un collectionneur, mais montre l'action de l'État. C'est une préemption de l'État en vente publique en décembre 2020. C'est la médaille baptême du roi de Rome, qui est gravée par l'excellentissime graveur Bertrand Andrieux, d'après un dessin de Louis Laffitte. Au droit, vous voyez Napoléon élevant son fils titré de roi de Rome. D'un côté, un trône aux accotoirs léonins. De l'autre, les fonds baptismaux. Nous sommes à Paris le 9 juin 1811. Et là, ce n'était absolument pas prévu par le protocole, Napoléon s'empare de son fils et le présente à la foule concentrée dans le chœur et la nef de Notre-Dame. C'est à la fois le geste antique du père qui reconnaît son enfant, et c'est aussi un geste de monstration, comme quasiment un ostensoir. C'est cette dimension-là. Et dans ces années-là, sont développées par plusieurs artistes des analogies entre la venue de cet enfant et la seconde parousie du Christ. Donc c'est pas innocemment cette élévation et le terme d'élévation qui fut employé. Et sous les yeux de qui? Donc des gens présents. Et parmi ces gens présents, il y avait les 49 maires des bonnes villes de l'Empire. Empire qui allait de Bayonne à Hambourg et de Quimper à Rome. Et le maire d'Hambourg, présent, on le sait par le récit d'un témoin, dit à son voisin, le maire de Rome, ne voit-on pas ici des choses surprenantes? Et l'habile italien de lui dire, ce qui est le plus surprenant ici, c'est que nous soyons côte à côte. Ça résume cette étendue et cet apogée du Grand Empire qu'exprime le revers de la médaille, où vous avez des couronnes murales exprimant chacune ces bonnes villes, avec en haut Paris, capitale du Grand Empire, puis Rome, deuxième capitale de l'Empire, proclamée-t-elle en 1809, et à côté Amsterdam, troisième capitale de l'Empire, en juillet 1810, au moment de la réunion de la Hollande à la France. Et puis se développent, sur tout le pourtour et sur plusieurs rangs, les autres bonnes villes par ordre alphabétique. Angers y figure, et ceci en est du reste la preuve, car c'est la médaille qui fut remise au maire d'Angers, comme le porte la dédicace. Sur le côté de la médaille, il y a gravé le nom du destinataire, baron de la Benardière, maire d'Angers, installé le temps de 1808, virgule, chevalier de la Légion d'honneur. Or, ce titre, il le reçoit quelques jours après le baptême du roi de Rome. Donc c'est vraiment quelque chose fait sur mesure, qui est intimement lié à cette cérémonie. Et ces médailles sont restées dans les familles. Par nature, elles n'ont pas fait l'objet d'un dépôt public. Elles sont restées dans les familles. Lorsque le musée de la Légion d'honneur a organisé une exposition sur le roi de Rome, eh bien, ils avaient réussi à en exhumer une collection privée. Il s'agissait du maire de Reims. Et on n'en connaissait aucune dans les collections publiques. D'où l'importance, par préemption de l'État, d'acquérir ceci, qui reflète un moment de ce système napoléonien. Voici l'apogée du Grand Empire. Vous voyez le chemin parcouru de 1799, Brumaire en 8, à juin 1811, car la restauration, ou le retour d'un titre monarchique s'est accompagné au 1er janvier 1806 du rétablissement du calendrier chrétien, julien puis grégorien. Cette prospérité que le consulat fait renaître en France trouve une illustration frappante dans cette magnifique commode au coq
qu'a accepté, à l'issue de l'exposition Napoléon et Fontainebleau, qu'a accepté de déposer le mobilier national, héritier du garde-meuble de la couronne. Que soit vivement remercié Hervé Lemoine, président du Mobilier National, Thierry Sarment, qui a longtemps été directeur du patrimoine et des collections et qui a accepté déjà l'année précédente de déposer 3 pièces absolument fondamentales pour la démonstration, ainsi que Arnaud Denis, chargé du mobilier, et Emmanuel Federspiel, chargé des lustreries et bronzes dorés. L'histoire de ce meuble est liée étroitement à Fontainebleau. Cette commode est livrée pour la chambre de l'impératrice au palais de Fontainebleau en 1804. En 1807, on la retrouve dans la chambre à coucher de la reine de Hollande, c'est-à-dire Hortense. En 1810, on la retrouve dans la chambre à coucher du 2e appartement de Prince Souverain, aile des Princes, au 1er étage, c'est-à-dire dans cette enfilade même. Il est à noter qu'il y a eu un changement de marbre. Le marbre à l'origine était blanc, et là on voit que c'est un marbre brèche et qui est ainsi appelé dessus en marbre fin Napoléon. Ce meuble est absolument spectaculaire, hein. Tous les grands spécialistes de mobilier que sont Jean-Pierre Samoyau, fondateur du musée Napoléon Ier, et Jean Vitet, chargé de l'immobilier Empire à Fontainebleau, tous ces spécialistes évidemment abondent dans le même sens, hein, pour dire que c'est un homme éminemment somptueux. Jean Vitet émet même l'hypothèse que le dessin puisse avoir été fourni par l'architecte designer Charles Percier. L'exécution, c'est Jacob Frère pour un premier modèle qui fut livré à Saint-Cloud, et pour ceci, aujourd'hui brûlé, et pour celui-ci, qui semble être une répétition tout aussi luxueuse, l'estampille Jacob Desmalter incite à le dater 1803-1804. Hein. Et on voit bien que c'est un meuble où on sent l'héritage du consulat et que apparaît la majesté de l'Empire. Mais le consulat est bien présent, c'est-à-dire la forme républicaine du régime, par ce coq, qui donne ce nom, hein, de commode au coq, par ce coq qui, sur la feuille centrale, hein, le bon de livraison dit brisé en 3 feuilles, sur la feuille centrale, vous voyez, c'est tout à fait inhabituel, un coq puissant. Regardez ces ergots, hein, comme sur une hampe, un coq décidé. Eh bien, ce coq, c'est celui des enseignes de la République, des enseignes de ces 14 armées qui ont tenu tête à l'Europe entière de 1792 à 1800 et qui restent encore sous le consulat sur la hampe des drapeaux. Et l'on sait que la distribution des aigles, 3 jours après la cérémonie du sacré couronnement, montre le choix d'un nouvel emblème qui est l'aigle. Là, on a le coq. Et regardez, ce coq, il est cantonné de palmes de victoire. C'est de toute évidence un emblème militaire. Et ce côté militaire est exprimé aussi sur les feuilles de côté, car vous voyez une couronne de laurier, la couronne du vainqueur. Sur la ceinture, vous avez une frise de bronze doré, où de manière d'ailleurs irrégulière, vous voyez un lion, une palmette, un vase ailé d'esprit égyptien, parfois un serpent, remplaçant le lion qui tient aussi du griffon. Et puis, vous notez bien sûr ces incrustations de laiton et d'ébène, ou de poirier noirci, qui montrent que ce meuble s'inscrit dans la tradition de la marqueterie. C'est un meuble somptueux, et il n'est pas étonnant qu'il ait été, pour la chambre de Joséphine, pour la chambre d'Hortense, puis pour la chambre d'un prince souverain, ici même. Et je rappelle que quand, en 1809, Napoléon visite les travaux qui ont lieu ici, il dit « J'ai voulu donner du travail aux ouvriers de Paris et de Lyon », c'est-à-dire aux artisans, notamment ébénistes, et aux soyeux lyonnais, à la fabrique lyonnaise. À dessein,
a été posée sur cette commode au coq une pendule qu'il a épuisée dans le fond palatial de Fontainebleau, qui est évidemment en bronze doré, marbre vert antique et émail pour le cadran, livrée par Lepôte, et qui est Vénus et l'amour, l'amour reposant sur la dépouille d'un lion, une farandole de grâce. On ne peut s'empêcher de penser aux merveilleuses du directoire, et puis la toilette de Vénus, et on voit ces femmes qui s'apprêtent auprès d'elle, tant pour le linge que pour l'eau nécessaire à la toilette, et les bijoux pour la parure. Et notez cette astuce que la personne, la femme qui ça renvoie aux dames du palais en fait, la femme qui présente un miroir à Vénus, comprendre Joséphine, eh bien ce miroir est poli, c'est un bronze poli, à l'imitation en quelque sorte pour évoquer la surface polie des miroirs. Il y a là une petite astuce qui rehausse d'un éclat de lumière la frise du socle de cette magnifique pendule Vénus et l'amour posée pour trôner sur la commode au coq, exprimant le luxe et l'opulence de la France retrouvée grâce à l'œuvre consulaire et du temps des victoires impériales.